On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et figurez-vous, chers auditrices et auditeurs, que pour une fois, je ne suis pas dans le Pas-de-Calais, mais en région parisienne, car j'ai le plaisir d'être reçu par Nourdine Bagdadi, qui dirige, entre autres, les Pattes du Breuil. Bonjour Nourdine. Bonjour Laurent. Nourdine, avant que nous parlions de nos aînés, des EHPAD, peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots et puis aussi présenter la partie personnes âgées de La Vie Active, s'il te plaît, nous sommes tout oui. Je m'appelle Nourdine Bagdadi, je dirige l'EHPAD du Breuil depuis 2019. L'EHPAD du Breuil est un établissement qui est basé à Épinay-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. C'est un établissement qui est géré par l'association La Vie Active. Donc l'établissement a une capacité d'accueil qui est de 84 chambres. Donc 84 résidents qui sont répartis sur 6 unités. Nous avons la chance d'avoir un établissement qui a une architecture qui favorise un hébergement plutôt dans des espaces contenants, notamment pour les personnes qui ont des troubles du comportement. Nous employons une équipe assez variée, essentiellement du personnel soignant, au sens large, c'est-à-dire des infirmiers, des aides-soignants, des AMP, des AES, des agents de soins. Ce sont des personnes qui sont dans les soins mais qui sont en cours de formation. Une équipe d'infirmiers aussi qui vient encadrer le travail des aides-soignants. L'ensemble du personnel soignant est encadré par une infirmière coordinatrice. Vous avez aussi du personnel de l'entretien, réparti entre du personnel qui intervient dans les unités pour la partie entretien, du personnel qui s'occupe de la maintenance des locaux. Nous avons également en interne une lingerie qui permet d'entretenir le linge des résidents ainsi que les tenues professionnelles, où on emploie 2 personnes. Et puis en cuisine, nous avons une personne qui est dédiée à la restauration. Donc ce qui veut dire qu'il y a environ une 30aine de personnes qui travaillent à l'EHPAD du Breuil 2 jours, mais la nuit, comment ça se passe, Nourdine ? Alors, la nuit, la continuité de service est assurée grâce à la présence de 5 soignants. Je rappelle que c'est un taux d'encadrement qui est très élevé par rapport à la moyenne des autres établissements où, en général, ils sont 2. Félicitations, parce qu'on a toujours peur d'avoir quelqu'un en EHPAD. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui peut lui arriver ? On n'a plus vraiment le contrôle sur cette personne, si tant est qu'on l'ait eu un jour, rappelons-le. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a, par exemple, le soir, un encadrement qui est très nettement plus fort que la moyenne, 2,5 fois plus fort. Comment se fait-il ? C'est justement l'état d'esprit de La Vie Active qui se manifeste ? Ce taux d'encadrement qui est élevé répond à 2 problématiques. La première, c'est la particularité des résidents que nous accueillons dans notre établissement. Je l'ai peut-être pas précisé au début de notre interview, mais nous recevons essentiellement des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés. Nos résidents ont besoin d'une présence car, de par leur pathologie, souvent la nuit, il leur arrive par exemple de se lever, d'avoir besoin d'une présence humaine pour apaiser les angoisses, échanger, discuter. Le fait qu'ils déambulent dans l'établissement, ils se fatiguent, ils ont besoin d'une collation la nuit et c'est le principe de renforcer ce temps d'encadrement. C'est justement pour répondre aux besoins spécifiques des résidents que nous accueillons. Notre équipe de jour travaille sur une amplitude assez large qui couvre la tranche 8h-20h. Mais au regard de nos obligations, nous avons besoin d'assurer une continuité de service, notamment sur les soins, sur l'ensemble de la journée et donc la nuit aussi. Et dans ce cadre, nous avons répondu à un appel à projet lancé par l'ARS pour justement mettre en place une présence continue d'infirmiers sur l'ensemble de l'établissement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures. Aujourd'hui, les EHPAD accueillent de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus âgées, avec de plus en plus de pathologies. Comment, selon toi, on peut faire pour justement accueillir ces résidents, ces résidentes, et puis aussi rassurer leurs proches pour que tout se passe au mieux ? Alors, il est vrai que depuis quelques temps maintenant, nous assistons à une évolution des besoins d'accès aux établissements avec certains types de résidents qui, jusqu'à maintenant, retardaient l'entrée à l'établissement.
Il faut savoir que de par la population que nous accueillons, certaines situations nécessitent parfois une entrée urgente à l'EHPAD, notamment pour des questions en lien avec une évolution assez rapide de la maladie, l'apparition des troubles du comportement qui rendent le maintien à domicile très très difficile. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit par exemple une personne, avant d'avancer sur son projet d'admission en EHPAD, spontanément, nous lui conseillons de maintenir sa présence à domicile. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas mieux qu'un accompagnement de la personne quand elle est chez elle. Malheureusement, dans certaines situations, on constate que cela n'est pas toujours possible. Donc, on veille avant même d'avancer sur l'admission. On veille, et ça c'est important pour nous, de nous assurer que la personne est d'accord pour être admise à l'EHPAD. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Systématiquement, quand on propose une visite de préadmission à la personne, souvent c'est la famille, le tuteur, le CCAS par exemple. Donc lorsqu'on convient d'une date pour une visite de préadmission, on demande systématiquement que la personne soit présente le jour de la préadmission. L'idée, c'est d'avoir un temps d'échange avec elle, recueillir ses souhaits, mais aussi s'assurer que la personne est d'accord pour une admission en EHPAD. Ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois quand la personne arrive, elle a déjà des troubles du comportement, elle n'a plus cette possibilité de prendre des décisions, mais cela nous paraît important qu'elle soit présente, qu'on puisse l'entendre, comprendre un petit peu quelles sont ses motivations, ce qui nous permet aussi de prévoir et puis d'anticiper dès ce stade-là l'admission à l'EHPAD. Concernant cette préadmission, la psychologue a un rôle majeur, l'infirmière coordinatrice aussi, le médecin est présent. Ce trio, donc en fait, a l'habitude de l'exercice, chacun a une partie du dossier à traiter, et l'idée, c'est d'avoir un consensus entre les trois personnes, et au final, il revient au directeur de décider de l'admission. Tu as quand même une sacrée responsabilité sur les épaules. Tu me disais hors antenne qu'il y avait aussi une responsabilité, évidemment, vis-à-vis des résidents qui changent. Alors, les goûts culinaires sont en train de changer. Comment tu réussis à t'en sortir, si je puis dire, Nordine, et ton équipe, avec tous ces changements? Parce que, encore une fois, c'est vrai que quand on a 20, 30, 40, 50, qu'on n'est pas nécessairement encore touché par cette problématique du grand âge, on se dit, nos aînés sont un peu tous les mêmes, sauf que évidemment, ça n'est pas du tout la réalité. Comment tu gères ces changements de cette génération, allez, je vais employer un mot, de boomer qui change et qui est, on va le dire les choses très clairement, exigeante. Comment tu gères tout ça? Alors, dans un établissement, dans chaque établissement, notamment les EHPAD, nous avons ce qu'on appelle un projet d'établissement. C'est un document en général d'une centaine de pages qui décrit le fonctionnement d'un établissement, quelles sont les missions de l'EHPAD, ses objectifs, ses perspectives notamment. Ça fait partie des documents institutionnels qui sont importants. Nous avons également ce qu'on appelle le projet associatif. Le projet associatif est important aussi à prendre en considération dans la manière de gérer nos établissements. Un projet d'établissement doit être en cohérence avec le projet associatif. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le projet personnalisé. Le projet personnalisé, c'est au niveau du résident. Donc, en partant du principe que ce n'est pas le projet personnalisé qui doit s'adapter au projet d'établissement, mais c'est plutôt le contraire. C'est à nous d'adapter notre accompagnement aux besoins spécifiques du résident. Parfois, nous avons des personnes qui ont besoin, par exemple, d'avoir une alimentation particulière. Nous avons de plus en plus de personnes maintenant qui veulent manger des steaks frites, des sushis, des fast-food, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Il y a quelques années, c'était plutôt de la langue de bœuf, des tripes à la mode de Caen, des têtes de veau. Donc, ce sont des choses qui sont toujours proposées. Mais notre mission, c'est aussi de s'adapter à ces besoins. Mais justement, cette adaptation, je la comprends parfaitement et encore une fois, je souligne cette adaptation et cette volonté de toujours apporter ce soin très personnalisé. Et je te tire mon chapeau très sincèrement.
Mais est-ce que ça n'a pas un coût financier à un moment ou à un autre? Parce que, ok, le pot-au-feu apparemment est moins sexy aujourd'hui que le burger. Bon, c'est ainsi. Mais ça peut être aussi des coûts sur les fonctionnements, par exemple. Alors ça fait partie des difficultés régulières que nous rencontrons dans nos établissements, notamment depuis l'inflation, où on a vu nos charges exploser. Et puis surtout, ces charges ne sont pas compensées par un financement supplémentaire. C'est-à-dire que de plus en plus, nous nous retrouvons à devoir proposer ou maintenir une prestation de qualité à budget constant. Et au quotidien, c'est vraiment pas simple à mettre en place. J'imagine bien, moi qui suis chef d'entreprise, j'imagine que quelque part tu l'es aussi toi-même, à un moment ou à un autre, justement, avec ces coûts qui explosent, cette inflation qui explose. Et tu le dis très justement, tu ne peux pas toi-même compenser par une augmentation des frais, d'une manière ou d'une autre. Comment tu fais? Tu t'arraches les cheveux, Nordine? C'est là on voit la chance d'appartenir à une association qui permet de mutualiser par exemple les achats. Régulièrement, nous travaillons avec nos partenaires pour revoir notamment les accords d'entreprise, pour essayer de maintenir une qualité de prestation sans exploser nos budgets. Alors justement, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Le monde de la personne âgée, je trouve que d'une manière générale, il n'est pas assez valorisé. Moi, je dirais, si j'avais une baguette magique, je militerais pour la 5e branche liée à la dépendance. Donc la mise en place d'une cotisation pour la personne, pour le grand âge, me paraît essentielle pour maintenir un niveau de financement qui permet d'accueillir nos résidents de manière digne. Est-ce qui pourrait permettre de faire face également au vieillissement de la population? Absolument, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est que de plus en plus de personnes âgées désirent maintenir le même niveau de vie que lorsqu'elles étaient à domicile, avec des possibilités de recevoir des amis, de sortir, d'organiser des rencontres, des conférences, des fêtes. Et il nous revient de faire en sorte que tout cela soit possible malgré les contraintes qu'on rencontre, notamment financières, dans nos établissements. Alors je sors justement de l'EHPAD, tu viens de le dire. Oui. Aujourd'hui, les résidents, les personnes âgées, tout simplement nos aînés, nos anciens comme on les appelait auparavant, ils ont envie de vivre de plus en plus longtemps à domicile. Et d'ailleurs, c'est ce que tu conseilles. Absolument. Tu l'as dit dans l'entretien. Comment on peut répondre à cette question? Parce que c'est loin d'être évident, c'est pas en claquant des doigts. Alors il n'y a plus de baguette magique malheureusement. Il y a la baguette de réalité. Comment on peut faire selon toi? Est-ce que ce sont des résidences d'autonomie? Est-ce que c'est un accueil de jour, de nuit? Selon toi, quelles sont les solutions? Alors disons que un des points qui me paraît important, c'est travailler sur des passerelles, puisque ça permet en fait d'assurer une continuité dans l'accompagnement. La personne est chez elle. Tant qu'elle peut rester chez elle, c'est ce que nous conseillons. Dans un premier temps, sans doute, prévoir des aides à domicile pour des personnes, pour des besoins de la vie quotidienne, la toilette, les repas, la prise des médicaments. Donc peut-être que dans un deuxième temps, c'est plutôt du personnel plus spécifique qui doit intervenir. Je parle particulièrement de la population que nous accueillons dans notre établissement. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs tels que les ESA, donc ce qu'on appelle l'équipe spécialisée en Alzheimer, qui intervient à domicile. Donc l'idée, c'est de travailler avec le résident sur ses besoins, notamment sur l'adaptation du domicile, notamment sur l'aspect sécurité, qui est important parce que ce qu'on observe, c'est que souvent, et ça c'est ce qu'on voit nous, et ça fait partie des premières raisons d'admission en EHPAD, c'est la sécurité du résident. Parfois, un résident peut se retrouver à laisser l'eau couler toute la journée, laisser le gaz, le feu. Et donc, souvent, quand on arrive à ces stades d'urgence, la seule alternative qui reste à la personne, c'est l'admission à l'EHPAD. Mais en tout cas, le principe de passerelle est important pour assurer une continuité dans l'accompagnement, et on considère que l'EHPAD, c'est vraiment le dernier recours dans le cadre d'un accueil en établissement.
Entendu. Alors, merci encore pour toutes ces informations parce que nos auditrices et auditeurs, lorsqu'ils ont justement cette problématique qui est très difficile, qui est un cas de conscience, à savoir, est-ce que je dois inscrire un proche en EHPAD, mon père, ma mère, ou je ne sais qui ou qu'est-ce, mon oncle, mon frère? Parce qu'il n'y a pas que des malades qui ont 70 ans, il y a aussi des malades qui sont jeunes, je le rappelle, d'Alzheimer. Et justement, Nourdine, je te pose la grande question. Comment on peut inscrire un proche en EHPAD? Nous qui sommes dans ce domaine, on trouve que, on voit les choses évoluer. Avant, l'entrée en EHPAD passait essentiellement par la mairie, par le service social de la mairie. Donc en gros, ce sont les assistants sociaux qui interviennent à domicile, qui voient que la personne décline, elle est de moins en moins apte à rester chez elle. Donc on recevait c'était souvent des coups de fil du CCAS qui nous alertent sur des situations qui nécessitent de revoir le projet de vie de la personne. Depuis quelques années maintenant, il y a des dispositifs qui se développent, qui permettent à toute personne de pouvoir faire une demande d'admission en EHPAD. Des structures telles que les tutelles qui sollicitent les demandes d'admission de leurs protégés en EHPAD. Nous avons parfois aussi de plus en plus de familles. Souvent, c'est les familles qui demandent à ce que leurs proches soient admis dans un EHPAD. Donc, il y a un dispositif qui a été mis en place récemment, c'est Via Trajectoire. C'est un dispositif qui est très simple. Ça part d'une première consultation auprès du médecin traitant pour les personnes qui sont à domicile ou du médecin de l'hôpital quand la personne est hospitalisée. Donc, c'est un dossier médical et administratif qui est rempli et qui est envoyé aux EHPAD. Donc la demande arrive en deux parties. Il y a la partie administrative qui est renvoyée via Trajectoire, et nous avons également la partie médicale qui arrive souvent de manière anonyme pour assurer le respect du secret médical. Donc lorsque ce dossier arrive, donc il y a la double lecture. Celle de la partie administrative pour s'assurer que nous avons toutes les pièces nous permettant d'étudier le dossier. Et puis il y a aussi le médecin qui doit étudier le dossier médical pour s'assurer surtout de la cohérence entre les besoins en soins de la personne et le projet de soins de l'établissement. L'idée, c'est d'avoir une cohérence entre les deux. Donc après, au niveau du pôle administratif, il y a l'aspect administratif et financier qui sont étudiés. Il y a aussi la liberté aussi s'assurer que c'est une démarche personnelle, notamment le recueil du consentement éclairé et aussi des directives anticipées. Et donc lorsqu'on a répondu à toutes ces obligations, à ce moment-là, on pourra se prononcer sur un projet d'admission. Ce dont tu parlais, parfois, tu dois hélas refuser. Certaines personnes, on en a déjà discuté. Cela arrive, mais c'est toujours accompagné par des explications et aussi par d'autres alternatives. Oui, tu le disais, peut-être recommander un autre établissement qui serait plus en adéquation avec la personne. Absolument, tout à fait. Quitte à après, si la situation l'impose, travailler sur un projet de déménagement vers notre établissement. Ça, c'est des choses qui sont prévues dans notre projet d'établissement, notamment cette passerelle entre notre établissement et les établissements classiques. Est-ce que tu conseilles à la personne qui va normalement donner son consentement éclairé, ainsi qu'aux proches, de visiter les établissements ? Alors c'est quelque chose que nous conseillons systématiquement à la personne quand elle vient dans notre établissement. Il faut savoir que la décision d'admission n'est jamais prononcée le jour même. Nous avons besoin de laisser du temps à la personne pour revoir son projet. Souvent quand on la reçoit en visite de préadmission, nous lui conseillons d'aller voir aussi d'autres établissements, faire plusieurs visites, avoir plusieurs avis, ce qui permet à la personne aussi de prendre la décision en conséquence. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent pratiqué. Nous ne sommes pas dans une démarche d'imposer ou de transformer coûte que coûte une préadmission en admission. C'est pas la vocation de l'établissement de recevoir tout le monde. Nos valeurs sont humanistes et fraternelles et nous essayons de les mettre en place dès l'arrivée de la personne. En somme, si tu me permets un petit résumé, ce n'est pas un business. Absolument pas.
Donc, nous considérons la personne âgée comme une personne à part entière qui a les mêmes droits que toute personne. On lui doit une admission de qualité. Parfois, quand on décide de ne pas la recevoir dans notre établissement, c'est parce qu'on considère que ce n'est pas le lieu adapté à ses besoins. Il y a aussi, et ça m'a beaucoup étonné, on en discutait en antenne, Nordine, tu nous dis qu'il y a un côté à la carte. À savoir que, un exemple tout bête, il n'y a pas nécessairement d'horaire de visite comme dans un hôpital, on pourrait le faire. Eh bien, pas du tout. Là, il y a beaucoup de choses qui sont à la carte. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes ces choses-là? Parce que je pense que, encore une fois, beaucoup des auditeurs vont se dire « Ah ok, je ne m'y attendais pas, pardon. Voici encore un plus pour tes établissements et ceux de la vie active. » Effectivement, nous travaillons sur la personnalisation de l'accompagnement dans l'établissement, notamment la possibilité d'avoir certaines prestations qui sortent un peu d'un cadre très très réglementaire. Je te donne par exemple l'exemple des possibilités qui sont offertes à la personne de personnaliser sa chambre. Aujourd'hui, quand une personne arrive dans l'établissement, nous mettons à sa disposition une chambre avec tout le confort nécessaire, que ce soit au niveau du mobilier, de la literie, du confort notamment. Mais nous lui laissons aussi la possibilité de personnaliser sa chambre par des meubles qu'elle peut apporter qui lui rappellent son ancien logement. Elle peut aussi afficher dans l'établissement, dans sa chambre, des cadres avec des photos de famille. Elle a aussi la possibilité de venir avec son animal de compagnie. Donc ça, c'est un premier point relatif à la possibilité d'adapter l'hébergement et donc l'accompagnement dans notre établissement. La personne a aussi la possibilité de recevoir les membres de sa famille sans qu'il y ait des restrictions au niveau des horaires de visite. Nous avons parfois des familles qui viennent le matin avant d'aller au travail pour faire un petit bisou à sa maman, son papa, son chéri. Ils peuvent revenir le midi pour déjeuner avec elle. Au niveau des périodes, les horaires de visite, donc en fait, nous, on n'impose pas d'horaire de visite. La personne, elle peut arriver à toute heure de la journée, y compris la nuit. Et ça, les familles apprécient beaucoup. Notamment lorsqu'on fait des réunions, parce que dans chaque établissement, nous avons ce qu'on appelle le conseil de la vie sociale. Souvent, quand on fait des questionnaires de satisfaction, c'est un point qui est très apprécié par les familles, la possibilité de venir à toute heure pour voir leur proche. Bien évidemment, il y a certains moments dans la journée, notamment pendant les soins, je pense que ça tombe sous le sens que c'est peut-être pas les bons moments pour les visites. Mais une personne qui veut venir voir son proche, cela est tout à fait possible. Dans le même cas, nous accompagnons aussi, ça c'est un peu moins gai, mais dans le cas par exemple de soins palliatifs, nous mettons en place des dispositifs pour permettre à la personne de passer le plus de temps possible avec son proche. Par exemple, nous proposons aux proches la possibilité, par exemple, de rester dormir dans l'établissement, notamment sur les derniers jours d'existence de la personne dans l'établissement, afin de l'accompagner jusqu'au bout. Après, au niveau de l'alimentation, ça c'est pas pareil. Nous, on propose des menus, mais la personne, elle peut tout à fait apporter de l'alimentation qui vient de l'extérieur pour que ce soit partagé avec son proche. Donc, nous avons souvent, par exemple, des membres de la famille qui, dans l'après-midi, apportent des gâteaux, des fruits, qui s'installent dans un salon, dans la chambre de résident pour partager ce petit moment avec la personne. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie vie. Parce que, allez, on va dire les choses très clairement, Nordine, tu le sais bien mieux que moi. Quand on pense EHPAD, on pense mouroir, ce qui est totalement faux. Je ne suis absolument pas un anti-EHPAD, bien au contraire, tu l'as dit. On ne peut pas garder tout le monde à domicile pour des simples raisons de sécurité. Mais il y a une vraie vie, en fait, ici. Absolument. Et on le voit dans les photos quand on arrive. Il y a une vraie vie, il y a même une sorte de jukebox des temps modernes. Il y a cette vie, c'est important. J'imagine que non seulement les résidents y sont très sensibles, mais aussi évidemment les proches et les aidants. Absolument. Le soin, c'est important, mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi la mission d'assurer une vie sociale dans nos établissements. La vie sociale passe notamment par des moments de convivialité, par des animations, par des événements festifs que nous organisons au sein de l'établissement. Nous avons la chance d'avoir dans l'établissement un animateur qui est très compétent, qui propose des animations qui plaisent aux résidents. Que ce soit des quiz musicaux, des moments de partage, de la relaxation, des moments aussi de bien-être, de cocooning. C'est des moments qui sont très très appréciés par les résidents.
On complète ça par des événements qui sont organisés de manière régulière. Donc en gros, une fois par trimestre, nous organisons une fête, qu'on se met d'accord sur un thème et nous essayons aussi de décliner le thème sous forme de repas. Par exemple, au mois de juin, nous organisons toujours la fête de la musique. Donc la fête de la musique, donc c'est un moment qui est très très apprécié par les résidents, par le personnel, par les familles. Ce jour-là, on sait qu'il y a un barbecue qui est proposé dans l'établissement, que les familles sont conviées, qu'un chanteur viendra animer l'après-midi, que c'est le moment aussi de célébrer et de célébrer les anniversaires des résidents. L'idée, c'est de vraiment maintenir une vie sociale qui plaît aux résidents, mais pas que, puisque le personnel se retrouve parfois à danser avec les résidents, à les inviter à chanter, à les accompagner parfois. Et ça, c'est des moments qui sont magiques. On ne peut retrouver ça que dans un établissement bienveillant, humain, tel que le nôtre. Et puis, on va le dire très clairement, tu adores tes résidentes et tes résidents. Disons que j'ai une vision et puis une philosophie assez particulière de la prise en charge de la personne âgée. J'ai un profond respect pour la personne âgée. Je considère que ce sont des personnes qui ont travaillé pendant toute leur vie, qui arrivent à un stade de leur parcours de vie où ils ont besoin déjà de se reposer et ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. N'oublions pas nos aînés, comme tu le dis très justement. Nourdine, j'ai une dernière question pour toi, et crois-moi, elle est loin d'être la plus simple. Si je te dis la vie active, que me réponds-tu du tac au tac ? Alors, la vie active, c'est une association qui est très atypique. Quand on voit les associations, notamment celles qui sont présentes en Île-de-France, nous avons très très peu d'associations qui touchent à tous les secteurs de la personne. On peut trouver par exemple des associations qui sont spécialisées dans le champ de l'handicap, des associations qui sont présentes dans le milieu de la personne âgée, dans la protection de l'enfance. Donc c'est très sectorisé. C'est très rare maintenant d'avoir des associations comme ça qui balayent tous les champs du social, depuis l'enfance jusqu'à la personne âgée. Et je pense que ça, c'est une chance. C'est une chance parce que ça permet de maintenir, parce que tout à l'heure on a parlé du parcours. Le parcours, on le retrouve aussi lorsqu'une association propose des accompagnements, quel que soit l'âge de la personne. Au-delà de cette possibilité, puis du projet de notre association, nous avons aussi ces valeurs humanistes et fraternelles qui sont partagées aussi par les équipes. Nous avons la chance d'avoir dans nos équipes des personnes qui sont là depuis l'ouverture de l'établissement, soit 15 ans de fidélité à notre établissement. Si aujourd'hui on arrive à fidéliser ces équipes, c'est parce qu'elles adhèrent aux valeurs de l'association. Là on le voit notamment quand sur certains secteurs, quand on se retrouve par exemple en difficulté, il y a toujours cet esprit solidaire entre les établissements qui se met en place. En somme, on est là pour vous. C'est tout à fait ça. Bien, merci à toi Nourdine, tu as été un magnifique ambassadeur de la vie active. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un homme souriant, qui est extrêmement apprécié, sachez-le, par ses équipes. Je ne vous dirai pas ce que j'ai entendu en arrivant ici, mais Nourdine, c'est vraiment le meilleur, c'est ce qu'on m'a dit très clairement. Je te vois rougir Nourdine, mais c'est la stricte réalité. Donc, quand vous entendez un homme comme ça, vous avez deux possibilités de soutenir la vie active. En premier lieu, vous pouvez faire un don. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur la rubrique faire un don et rassurez-vous, il n'y a pas de petit don, donc allez-y. Et puis vous pouvez aussi soutenir le podcast en notant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci encore à toi Nourdine, c'était passionnant. Merci Laurent, merci à toi. À très très vite pour un nouvel épisode dont on est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.